Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Claude, j'ai 64 ans, et il y a 6 mois, j'ai pris ma retraite après 42 années passées comme aide-soignante au CHU de Brest. 42 années à soigner, à consoler, à accompagner. 42 années où j'ai vu le meilleur comme le pire de l'humanité. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que mes derniers mois de service se termineraient par une découverte qui allait chambouler toute ma vision de mes collègues. Ce soir, assise dans mon petit salon de Guy Pava, face à mes petits-enfants qui me demandent pourquoi Mamie Marie-Claude a l'air si fatiguée ces derniers temps, je me dis qu'il est temps de raconter cette histoire. Cette histoire qui m'a hantée pendant des mois, qui m'a fait perdre le sommeil, et qui m'a rappelé pourquoi je n'ai jamais su me taire face à l'injustice. Tout a commencé en mars 2023. Nous sortions à peine de cette période Covid qui nous avait tous épuisés. 3 années d'enfer où nous avions donné notre âme, notre santé, notre équilibre familial pour sauver des vies. 3 années où les AR et ce qu'on appelait entre nous les agences qui ne renseignent rien ni personne, tout juste bonnes à nous pondre des règlements inutiles et à alourdir notre quotidien par des actes administratifs en tout genre. Bref, on était là pour justifier leur boulot à ces gens qui n'ont jamais vu un patient et qui nous avaient submergés de procédures alors que nous manquions cruellement de personnel et de moyens. J'étais affectée au service de traumatologie depuis 15 ans, et j'aimais ce travail malgré la dureté. Voir ces patients retrouver l'usage de leurs membres, remarcher, reprendre goût à la vie. C'était ma récompense quotidienne. Mais cette année-là, quelque chose avait changé dans l'ambiance du service. Cela tournait autour de Julien Kerguelen, un infirmier arrivé 2 ans plus tôt, pendant la première vague Covid. Trentenaire, blond, toujours tiré à 4 épingles, avec cette assurance un peu arrogante de ceux qui se croient indispensables. Au début, tout le monde l'appréciait. Il était efficace, ne rechignait jamais à faire des heures supplémentaires, et avait cette façon de parler aux patients qui rassurait les familles. Moi, quelque chose me gênait déjà chez lui, sans que je puisse mettre le doigt dessus. Cette façon qu'il avait de toujours vouloir avoir le dernier mot, de corriger les aides-soignantes sur des détails insignifiants, comme pour bien marquer sa supériorité hiérarchique. Mais c'est en observant son comportement avec Stéphanie que mes soupçons ont vraiment pris forme. Stéphanie Roussel, 26 ans, aide-soignante depuis 3 ans, venue de Quimper pour travailler au CHU. Une petite brune aux yeux verts, toujours souriante, d'une gentillesse à toute épreuve avec les patients. Elle me rappelait moi à ses débuts. Cette envie de bien faire, cette empathie naturelle qui fait les bons soignants. Mais depuis quelques semaines, je la voyais différente. Plus tendue, moins bavarde, elle sursautait au moindre bruit et évitait certains couloirs du service. Un matin d'avril, je l'ai trouvée en larmes dans la réserve de matériel. Elle essayait de se cacher derrière les piles de compresses, mais ses sanglots étaient audibles depuis le couloir. « Stéphanie, ma petite, qu'est-ce qui se passe ?» lui ai-je demandé en m'approchant doucement. Elle a sursauté, s'est essuyé les yeux rapidement. « Oh, Marie-Claude. Ce n'est rien, je suis juste fatiguée. » Fatiguée, elle. À 26 ans, avec cette énergie qu'ont les jeunes, je n'y croyais pas une seconde. J'ai refermé la porte de la réserve et me suis assise à côté d'elle sur une caisse de perfusion. « Écoute-moi bien, ma puce. Ça fait 40 ans que je travaille ici, j'ai vu défiler des générations d'aides-soignantes. Et quand une fille comme toi, pleine de vie, se met à pleurer en cachette et à éviter ses collègues, c'est qu'il y a un problème. Alors tu vas me dire ce qui se passe, et on va régler ça ensemble. » Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de détresse, et tout est sorti d'un coup. Les remarques déplacées de Julien quand ils étaient seuls, ses mains qui s'attardaient lors des transmissions, ses invitations insistantes à boire un verre après le service, ses messages privés qui n'avaient rien de professionnel. Et surtout, cette menace voilée qu'il avait proférée la semaine précédente. Tu sais, Stéphanie, une aide-soignante qui ne sait pas travailler en équipe, ça peut vite se retrouver mutée dans un service moins agréable. Plus elle parlait, plus je sentais la colère monter en moi. Cette colère que je connaissais bien, celle qui m'avait déjà valu quelques problèmes par le passé quand je n'arrivais pas à me taire face aux injustices. Mais là, c'était différent. Cette petite était sous ma protection, et personne, n'allait s'en prendre à elle sans avoir affaire à moi. Tu as bien fait de me parler, Stéphanie. Maintenant, tu vas m'écouter, plus jamais tu ne resteras seule avec lui. S'il faut que tu changes tes horaires, on le fera. Et s'il s'avise de te toucher encore une fois, tu viens me chercher immédiatement. Le lendemain, j'ai eu l'occasion de mettre ma menace à exécution.
J'étais en train de changer le pansement d'un jeune motard, Lucas, 19 ans, qui s'était ouvert la jambe dans un accident sur la route de Crozon. Un gamin attachant, toujours de bonne humeur malgré sa blessure, et qui me rappelait mon petit-fils. J'entendais Stéphanie discuter avec une patiente dans la chambre d'accent grave côté quand j'ai vu Julien s'y diriger. Quelque chose dans sa démarche m'a alerté. Cette façon qu'il avait de regarder autour de lui avant d'entrer, comme pour vérifier qu'il n'y avait personne. J'ai terminé rapidement le pansement de Lucas, et je suis allé voir ce qui se passait. À travers la porte entr'ouverte, j'ai vu Julien debout contre Stéphanie, beaucoup trop près, une main posée sur le mur derrière elle, l'autre sur son bras. Elle avait ce regard paniqué, cette posture de recul que je connaissais maintenant. Tu comprends bien que si tu ne veux pas avoir de problème, il faut savoir être coopérative, l'entendais-je murmurer. C'en était trop. J'ai poussé la porte d'un coup, et ma voix a claqué dans la chambre silencieuse. Julian, on peut savoir ce que tu fais. Il s'est retourné, surpris, et j'ai vu passer dans ses yeux cette lueur que je déteste. Ce mélange de culpabilité et d'arrogance de celui qui se fait prendre la main dans le sac mais qui croit pouvoir s'en sortir. Oh, Marie-Claude. Je donnais juste quelques conseils à Stéphanie sur la prise en charge de Madame Briand. Ah oui? Et il faut être collé contre elle pour donner des conseils maintenant. Le silence était pesant. Madame Briand, 78 ans, fracture du col du fémur, nous regardait sans comprendre. Stéphanie était rouge de honte et de soulagement mélangés. « Stéphanie, tu peux aller voir si tout va bien pour Lucas ? Il me demandait après toi tout à l'heure. » Elle est sortie rapidement, me lançant un regard reconnaissant. Je me suis retrouvée seule avec Julien, et j'ai laissé exploser 40 années de colère accumulée contre tous les petits chefs, tous les prédateurs, tous ceux qui profitent de leur position pour écraser les plus faibles. Maintenant, tu vas m'écouter, mon petit Julien. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais ici, on respecte nos collègues. Et si jamais je te revois approcher Stéphanie d'un peu trop près, si jamais j'apprends que tu continues tes petits jeux, tu auras affaire à moi. Et crois-moi, après 40 ans dans cet hôpital, j'ai mes entrées partout. Son masque de gentillesse est tombé d'un coup. Pour la première fois, j'ai vu son vrai visage. Celui d'un homme habitué à dominer, à qui on n'avait jamais tenu tête, et qui n'appréciait pas du tout qu'une simple aide-soignante ose le défier. Attention, Marie-Claude, tu approches de la retraite. Ce serait dommage que tes derniers mois se passent mal. Des erreurs dans les transmissions, des retards répétés, ça peut vite faire tache sur un dossier. Cette menace à peine voilée m'a glacé le sang, mais pas de peur, de rage. Ce petit prétentieux croyait pouvoir m'intimider, moi qui avais survécu à tous les changements d'équipe, à tous les remaniements de service, à toutes les réorganisations. Tu me menaces, Julien? Je ne menace personne, Marie-Claude. Je constate juste que certaines personnes ont parfois du mal à s'adapter aux évolutions du service. À partir de ce jour, la guerre était déclarée. Oh, pas une guerre ouverte, non. Quelque chose de plus subtil, de plus pernicieux. Julien s'arrangeait pour me donner les tâches les plus pénibles, pour me faire des remarques devant les autres sur mon manque d'adaptation aux nouvelles procédures, pour questionner mes décisions devant les patients. Et moi, je serrais les dents, je faisais mon travail, en attendant le bon moment. Car j'étais sûre qu'il y aurait un bon moment. Les gens comme Julien ont toujours un point faible, toujours quelque chose à cacher. Il suffisait d'être patiente et d'observer. C'est Michel Kervran, le gardien du parking, qui m'a mise sur la piste sans le savoir. Michel, 58 ans, ancien ouvrier des chantiers navals reconverti dans la sécurité, était un de mes bons amis. Nous prenions souvent notre pause ensemble, lui dans sa guérite, moi sur le banc juste à côté. Un matin de mai, il m'a fait une réflexion anodine. « Dis donc, Marie-Claude, ton collègue Julien, il a une drôle de façon de prendre ses pauses. Je le vois souvent filer vers le parking des visiteurs, côté service addictologie. Il reste dans sa voiture un quart d'heure, et quand il revient, il a les yeux tout brillants. » Michel ne savait pas à quel point cette information était précieuse. Le service addictologie. Julien n'avait aucune raison d'aller là-bas pendant ses pauses. À moins que... J'ai commencé à l'observer plus attentivement. Et effectivement, je l'ai remarqué, après certaines pauses, Julien était différent. Plus énervé ou au contraire étrangement détendu, les pupilles dilatées,
cette façon qu'il avait de se passer la langue sur les lèvres. Un après-midi, j'ai décidé de le suivre. Je lui ai emboîté le pas discrètement quand il est sorti pour sa pause de 15 heures. Il s'est dirigé vers le parking des visiteurs, côté addictologie, exactement comme l'avait dit Michel. Je me suis caché derrière une ambulance et j'ai observé. Il est monté dans sa voiture, une Peugeot 308 grise, et s'est penché vers la boîte à gants. De là où j'étais, je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait exactement, mais ses gestes étaient suspects. Puis il a sorti son téléphone, a passé un appel rapide, et a attendu. 10 minutes plus tard, un homme en blouse médicale s'est approché de la voiture. Je ne le connaissais pas, mais à sa tenue, il travaillait visiblement dans le service addictologie. L'échange a duré moins de 2 minutes. L'homme a tendu quelque chose à Julien à travers la vitre, Julien lui a donné de l'argent, et chacun est reparti de son côté. Mon sang n'a fait qu'un tour. Julien achetait de la drogue, là, en plein CHU, pendant ses heures de service. Et pas n'importe quelle drogue. Quelque chose qui venait du service addictologie, donc probablement des médicaments détournés. J'avais ma vengeance. Mais je ne pouvais pas foncer tête baissée. Il me fallait des preuves, des témoins. Et surtout, il fallait que je protège Stéphanie dans cette histoire. J'ai commencé par en parler à Lucas, le jeune motard. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous avions développé une relation de confiance. Il me racontait ses projets, ses amours, ses angoisses, et moi je lui donnais les conseils que j'aurais donnés à mon petit-fils. Lucas, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Tout ce que vous voulez, Marie-Claude. Après tout ce que vous avez fait pour moi. Je lui ai expliqué la situation, sans entrer dans les détails sordides du harcèlement de Stéphanie, mais en lui faisant comprendre que Julien n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Vous voulez que je l'observe ? Que je fasse quoi exactement ? Juste que tu ouvres l'œil. Si tu vois quelque chose de bizarre, tu me le dis. Et si un jour il se passe quelque chose de grave, tu pourras témoigner que tu as vu des choses suspectes. Lucas a accepté sans hésiter. Ce gamin avait un cœur en or. Pendant ce temps, j'avais aussi parlé à Michel. Sans lui révéler tous les détails, je lui avais fait comprendre que Julien était peut-être impliqué dans quelque chose de louche, et qu'il serait bien qu'il note les heures exactes où il le voyait aller au parking. Tu sais quoi, Marie-Claude ? Je vais même faire mieux. Ma caméra de surveillance couvre une partie du parking visiteur. Si ton Julien y fait des bêtises, on aura tout en vidéo. Michel était un vrai collègue sur qui on pouvait compter. Le piège s'est refermé un jeudi après-midi de juin. J'étais de service de jour, Julien aussi. Vers 15 heures, comme d'habitude, il a prétexté aller aux toilettes et s'est dirigé vers le parking. J'ai prévenu Michel par SMS et je suis allé voir Lucas. Il y va, là, maintenant. Tu peux regarder par la fenêtre. Lucas s'est redressé dans son lit et a observé à travers la fenêtre de sa chambre qui donnait justement sur le parking visiteur. Je le vois. Il est dans sa voiture. Oh, attendez, quelqu'un arrive. Un homme en blouse blanche. Ils échangent quelque chose. Cette fois, j'avais des témoins. Mais le destin m'a offert mieux encore. Le lendemain matin, Julien est arrivé en retard, les yeux rouges, l'air complètement déboussolé. En le croisant dans le couloir, j'ai senti cette odeur caractéristique, ce mélange de sueur et de produits chimiques que dégagent ceux qui ont abusé de substances. Il était dans un état lamentable, instable sur ses jambes, agressif avec tout le monde. Vers 10 heures, il a explosé contre une patiente âgée qui avait fait tomber son verre d'eau, la traitant de « vieille gâteuse » avant de sortir de la chambre en claquant la porte. C'en était trop. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Madame Bertrand, la cadre du service. « Madame Bertrand ? C'est Marie-Claude. Il faut que vous veniez voir Julien Kerguelen. Je pense qu'il n'est pas en état de travailler aujourd'hui. » Elle est arrivée un quart d'heure plus tard. En voyant Julien, même elle qui n'était pas la plus observatrice du monde a compris qu'il y avait un problème. Elle l'a convoqué dans son bureau, et j'ai entendu les éclats de voix à travers la cloison. Quand Julien est ressorti, il était livide. Madame Bertrand l'a suspendu immédiatement et a demandé une enquête interne. Mais ce n'était que le début. Car entre-temps, Michel avait fait son travail. Il avait recensé tous les passages de Julien au parking, avec les heures exactes, et surtout, il avait les vidéos.
Des vidéos qui montraient clairement les échanges entre Julien et l'homme en blouse blanche. Quand l'enquête interne a commencé, j'ai fourni tous les éléments, mes observations, le témoignage de Lucas, les preuves de Michel, et surtout, le témoignage de Stéphanie sur le harcèlement. Car oui, Stéphanie avait finalement trouvé le courage de parler. Quand elle a appris que Julien était suspendu pour suspicion de consommation de drogue au travail, elle a compris qu'elle ne risquait plus rien. Elle a raconté tout, les attouchements, les menaces, le chantage. L'enquête a révélé que Julien achetait effectivement des médicaments détournés du service addictologie. Des anxiolytiques principalement, qu'il revendait à l'extérieur mais qu'il consommait aussi pendant ses heures de service. Ce qui expliquait ses changements d'humeur, ses moments d'agressivité, et surtout son comportement de prédateur envers Stéphanie. Car c'était bien ça. Sous l'emprise de ces produits, il s'était cru tout permis, protégé par son statut d'infirmier et par cette omerta qui règne parfois dans les hôpitaux. Le dossier a été transmis à la justice. Julien Kerguelen a été licencié pour faute grave, et une plainte a été déposée contre lui pour harcèlement sexuel et trafic de médicaments. Quant à moi, j'ai terminé mes derniers mois de service dans une ambiance apaisée. Stéphanie avait retrouvé son sourire, Lucas était rétabli et parlait de reprendre la moto, avec plus de prudence, promis, Marie-Claude. Et Michel continuait à veiller sur son parking avec cette satisfaction du devoir accompli. Ma dernière journée de travail, le 30 septembre 2023, a été un moment étrange. 42 années qui se terminaient, 42 années de vie sauvée, de maintenue, de derniers souhaits respectés. Mais aussi cette dernière bataille qui m'avait rappelé pourquoi j'avais choisi ce métier, pour protéger les plus faibles. Ce soir-là, je suis rentré à Guipava avec un sentiment du devoir accompli. Le lendemain, j'avais prévu d'emmener mes petits-enfants faire une balade sur la presqu'île de Crozon, cette terre sauvage et belle qui me ressource depuis toujours. Nous prendrions la navette au port de Brest, et pendant cette traversée de 45 minutes, je leur raconterai peut-être cette histoire. Pas tous les détails, bien sûr, mais l'essentiel, qu'il ne faut jamais se taire face à l'injustice, qu'il faut toujours protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Car c'est ça, au fond, le message que je veux laisser. Après 42 années passées à soigner, j'ai appris que la médecine ne soigne pas que les corps. Elle soigne aussi les âmes, elle répare la justice, elle remet de l'humanité là où certains essaient de l'effacer. Julien Kerguelen pensait pouvoir profiter de sa position, de son statut, de la faiblesse des autres. Il a découvert que face à une aide-soignante de 64 ans qui a vu passer tous les prédateurs de la Terre, sa petite supercherie ne pesait pas lourd. Aujourd'hui, 6 mois après ces événements, je reçois encore des nouvelles du service. Stéphanie a été promue, elle suit une formation pour devenir infirmière. Lucas a repris sa moto et m'envoie régulièrement des photos de ses balades bretonnes. Michel continue de veiller sur son parking, et il paraît qu'il raconte à tous les nouveaux arrivants l'histoire de l'infirmier qui croyait pouvoir faire n'importe quoi. Quant à Julien, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer dans la fonction publique hospitalière. Il a aussi dû verser des dommages et intérêts à Stéphanie pour le harcèlement subi. Voilà mon histoire, chers auditeurs. Une histoire qui se termine bien, même si elle aurait pu mal tourner. Car c'est ça, la réalité des hôpitaux. Derrière les blouses blanches, il y a des êtres humains, avec leurs qualités et leurs défauts, leurs forces et leurs faiblesses. Mais j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir. De quelle région, de quel pays voyagent nos histoires? Cela me ferait plaisir de savoir que cette leçon de courage traverse les frontières et inspire d'autres personnes à ne jamais se taire face à l'injustice. Car au final, c'est ça le plus important. Rester debout, garder sa dignité et protéger ceux qui en ont besoin. Ici, les vérités coupent plus fort que les armes. Parce que parfois, le silence cache la pire des trahisons. Cette histoire nous rappelle que l'âge et l'expérience ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Que derrière chaque uniforme se cache un être humain, et que certains profitent de leur position pour faire du mal. Mais elle nous enseigne aussi que la justice finit toujours par triompher quand des personnes courageuses décident de ne pas fermer les yeux. Marie-Claude aurait pu se taire, finir tranquillement ses derniers mois de service sans faire de vagues. Mais elle a choisi de protéger Stéphanie, de démasquer Julien, de rétablir la vérité. Car c'est ça, être humain. C'est refuser l'injustice, même quand elle ne nous concerne pas directement. Dans nos vies, nous croisons tous des Juliens et des Stéphanie. À nous de choisir si nous voulons être des Marie-Claude.
Dites-nous dans les commentaires de quelle région vous nous écoutez. Amis bretons, vous qui arrivez à faire le tour du monde avec notre Gwen Adu, drapeau breton noir et blanc et pour les autres, parlez-nous un peu de votre région pour la mettre en avant dans les commentaires. Nous avons plaisir à savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Point car notre imaginaire est notre seule limite. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau récit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et un abonnement à notre chaîne serait très apprécié pour nous permettre de continuer dans cette voie et vous offrir toujours de plus belles histoires. À très bientôt.